Chers amis, si vous le voulez bien, nous allons démarrer nos travaux qui vont d'abord commencer par une intervention formelle de l'Académie. Donc, au nom de Dr Mokhtar Touré, qui est président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, au nom du bureau et de l'ensemble des membres de l'ANSS, vous me permettrez de dire quelques mots en ma qualité de vice-président, de premier vice-président, privilège que j'ai seulement par le bénéfice de l'âge, sans aucune autre qualité. Donc, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Aka Evi de la République du Congo, qui d'ailleurs nous a fait l'honneur dernièrement de nous faire une brillante communication. Monsieur le ministre Bala Moussa Dafé, Monsieur le ministre Papa Ablaye Seck, qui sont nos chers collègues de l'Académie, Honorable Maître Aïssata Talsal, je me signale qu'elle est en ligne, Honorable Mamadou Lamine Diallo, donc, et Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, sont nos partenaires de toujours. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, donc c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à cette table ronde qui est notre première activité de la rentrée et qui s'inscrit dans le cadre du programme Sciences et Société de notre compagnie et dans sa tradition de promouvoir des échanges fructueux sur des thématiques de grand intérêt pour nos concitoyens. Mais vous me permettrez, avant d'aller plus loin, de faire observer une minute de silence pour la perte monumentale d'un de nos collègues intervenus récemment, notamment avec la disparition du professeur Abdou-Salam Fall, qui a été vraiment pour l'Académie un membre éminent et qui s'est illustré dans tous les combats de l'Académie et aussi du monde universitaire. Donc je voudrais vous demander de bien vouloir observer en sa mémoire une minute de silence. Merci. Merci. Prions le Tout-Puissant que son âme repose éternellement en paix. Donc je disais que c'est notre première activité de la rentrée et qui s'inscrit dans la tradition de l'Académie de promouvoir des échanges fructueux sur des thématiques de grand intérêt pour nos concitoyens. Et c'est ainsi que nous organisons régulièrement, le dernier mercredi de chaque mois, des séances d'animation scientifique et de temps en temps des tables rondes ou des conférences animées par des personnalités de renom, de passage à Dakar ou résidentes parmi nous. C'est l'occasion pour moi de reconnaître le travail considérable abattu par le professeur Pape Salif Sow, qui est le président de la commission sciences, stratégie et prospective de l'Académie, qui participe également en ligne, et qui est en charge de l'organisation de ces manifestations de concert avec les sections concernées, et de le féliciter pour son sens élevé de responsabilité dans l'accomplissement de cette tâche. Permettez-moi aussi de remercier et de féliciter le professeur Ibrahim Li, à ma droite,
président de la section des sciences sociales et humaines, ainsi que Madame le recteur Ramatoulaye Diagne Beng, à ma gauche, présidente du comité d'éthique, pour le choix de notre thématique cruciale de ce jour, consacrée à l'éthique, et pour avoir mobilisé 3 éminentes personnalités pour en parler. Dans un monde marqué par de profondes mutations sociales, technologiques et scientifiques, feu le président Kéba Mbaye, paix à son âme, dans sa mémorable leçon inaugurale prononcée à l'UCAD le 14 décembre 2005, rappelait que l'éthique est une notion inséparable de la condition humaine, à considérer à la fois comme règle de notre comportement et comme sentinelle de la vigilance morale. C'est dire que l'éthique est un sujet qui nous interpelle tous, quels que soient nos domaines d'activité ou nos responsabilités, car elle pose de prime abord une question de sens. Comment orienter nos actions de manière juste, responsable et respectueuse de l'autre? C'est pourquoi, au-delà d'une charte spéciale, l'ANSTS lui a consacré un comité ad hoc pour guider notre action de tous les jours. C'est aussi l'occasion d'exprimer notre profonde gratitude au professeur Aloïse Raymond Ndiaye pour le rôle significatif qu'il y a joué et qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui puisqu'il est absent du pays. Nos échanges d'aujourd'hui s'articuleront autour de 3 thèmes qui sont complémentaires, avec le regard croisé d'un philosophe, d'un médecin et d'un juriste. Nous avons donc bon espoir qu'avec la qualité de nos conférenciers et des participants que vous êtes, cette table ronde permettra de favoriser une réflexion collective nourrie par la diversité de nos points de vue et de trouver ensemble des pistes novatrices pour que l'éthique ne soit pas seulement un concept, mais une pratique vivante au service du bien commun et de l'humain en général et de l'homo senegalensis en particulier. Nos éminents conférenciers ne sont pas à présenter, mais dans son propos liminaire, Madame le recteur, présidente du comité éthique de l'Académie, voudra bien les intervenir et la modération devrait être assurée par le président de la section concernée, en l'occurrence le professeur Ibrahim Ly, mais justement pour des raisons d'éthique, il ne peut pas assurer cette modération. Nous n'avons pas le privilège d'avoir aujourd'hui également en présentiel le président de la commission sciences, stratégie et prospective, le professeur Pape Salif Sow. Donc nous allons demander à Madame le recteur de bien vouloir aussi, en sa qualité de présidente du comité éthique, de bien vouloir modérer cette session. Donc c'est la sœur qui va modérer son grand frère. Je crois qu'il n'y a pas de problème particulier pour cela. En tout cas, je voulais sans tarder lui passer la parole. Comme le prévoit le programme, vous avez vu que dans un premier temps, après ses propos liminaires, elle va également intervenir en sa qualité de présidente de ce comité éthique. Et puis maintenant, nous allons passer à la présentation de nos éminents conférenciers. Et après, nous aurons à peu près 1 heure de discussion avant la conclusion et la fin de la séance. Voilà un peu ce que l'Académie vous propose. Et donc, si vous ne voyez pas d'inconvénient, nous allons pouvoir démarrer réellement nos travaux. Donc, Madame le recteur, Madame la présidente du comité éthique de l'Académie, vous avez la parole. Ambassadeur de la République du Congo, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Messieurs les ministres, honorables députés, Monsieur le recteur, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les professeurs, directeurs d'établissement, Monsieur Alioune Badara Sall, directeur de l'Institut africain de prospective, Madame Mariam Al-Fassi, présidente de la COFULEF,
J'en profite également pour dire bonjour à M. Yann Dial. Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, je vais saluer la présence du Forum civil représenté par le Dr Babou. Mesdames, Messieurs les académiciens, chers confrères, chères consoeurs, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs nos panélistes, professeur Anta Taldia, professeur Ibrahim Ali, professeur Souleymane Bachir Diagne, distingués invités en vos titres, grades et qualités, tout protocole observé. À l'entrée de cette salle, vous avez un rappel des missions de notre académie. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, qui a été créée en 1999, indique au terme de l'article 2 de ses statuts que sa mission consiste essentiellement à contribuer à la promotion d'une science placée au service du bien-être des populations. À cet effet, l'Académie assume, entre autres, les rôles suivants qui ont été rappelés à l'entrée. Assister, conseiller l'État sénégalais et les institutions publiques et privées dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de sciences et de technologie. Encourager la recherche scientifique, initier, impulser et développer des programmes dans les domaines de la science et de la technologie, contribuer à la promotion et à la valorisation des résultats de la recherche. Notre académie s'engage donc à communiquer à l'État des résultats et des conclusions tirées d'études menées dans le respect strict des règles d'éthique de la recherche. Dès lors, l'Académie doit placer l'éthique au cœur de ses préoccupations, comme vient de le rappeler le président Kane, afin de remplir véritablement son rôle de conseil, à l'abri de toute pression intérieure ou extérieure contraire aux intérêts de la vérité, avec toute la rigueur scientifique nécessaire. C'est pour donner corps à ce souci constant de l'éthique que l'Académie a mis en place en son sein un comité d'éthique qui démarre ses activités en organisant la table ronde qui nous réunit cet après-midi. Permettez-moi, distingués invités, de saisir l'opportunité de réitérer mes remerciements à l'Académie pour le choix porté sur ma personne pour présider le comité d'éthique, avec une mention particulière pour le professeur Aloïse Raymondial, qui a présidé les travaux de mise en place du comité. Ces remerciements s'adressent au président de l'Académie, Dr Mokhtar Touré, au président de séance, Dr Oumar Kane, président de la section des sciences agricoles, et au professeur Salisso, président du comité scientifique. Je voudrais également, au nom de notre comité, remercier chacun de vous d'avoir répondu à notre invitation en présentiel ou en ligne. Je voudrais également remercier en votre nom à tous les panélistes d'aujourd'hui. Chers consoeurs, chères sœurs, Madame le professeur Anta Taldia, chers confrères et frères, messieurs les professeurs Souleymane Bachir Diagne et Ibrahim Ali, je vous remercie vraiment au nom du comité d'éthique et de toute l'Académie nationale des sciences et techniques que nous avons en partage d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Le président l'a dit tout à l'heure, on ne vous présente plus, mais je vous présenterai quand même, puisque c'est ce que veut l'exercice qui nous réunit cet après-midi. Le professeur Anta Taldia est médecin pédiatre de formation. Vous remarquerez que je commence par la dame. Et professeur de santé publique de classe exceptionnelle.
Elle est titulaire d'un certificat d'études spéciales de pédiatrie et d'une CES de santé publique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'un diplôme d'études approfondies en épidémiologie clinique et évaluation des actions de santé et d'un certificat en économie de la santé de l'Université de Nancy en France. Le professeur Tall capitalise près de 40 ans d'activité dans les domaines de l'enseignement, de la recherche en nutrition, en santé de la mère et de l'enfant, en santé environnementale et sur les systèmes de santé. De 2000 à 2019, elle a été chef du service de médecine préventive à la faculté de médecine, pharmacie et odontologie de l'UCAD et directeur de l'Institut de santé et de développement, école de santé publique de l'UCAD. Professeur Anta Taldia a publié plus de 140 articles dans des revues à comité de lecture. Elle est l'auteur d'un ouvrage sur la malnutrition et a participé à 4 ouvrages qui ont été publiés. Elle est membre d'associations, notamment l'Association sénégalaise des professionnels de santé publique, la West African College of Physicians et l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Elle a été membre du Comité international de bioéthique de l'UNESCO de 2014 à 2019 et a été élue vice-présidente pour l'Afrique de 2015 à 2017. Professeur Tall a présidé le Comité consultatif pour la vaccination au Sénégal et le Comité national d'éthique pour la recherche en santé du Sénégal. Le professeur Ibrahim Ali est professeur titulaire de droit public et il est également membre du Comité national d'éthique pour la recherche en santé dont le professeur Anta Taldia a été membre fondateur. Professeur Ly est le président de la section sciences sociales et humaines de notre académie. Le professeur Souleymane Bachir Diagne est membre de la section sciences sociales et humaines de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Le professeur Diagne a été récemment distingué par l'Académie française. Ce philosophe de l'universel est membre de plusieurs académies, dont l'Académie royale du Maroc. Je voudrais donc, avant de donner la parole à nos panélistes, compléter un peu les salutations de tout à l'heure. Je vois qu'il y a la doyenne de l'IGF, que j'ai oublié de saluer tout à l'heure, Madame Léna Sen, et le président de l'APAS, de l'Association pour l'aide scolaire, M. Babacar Mbeng. Voilà, donc nous allons passer la parole avec votre permission par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Professeur Diagne, vous avez la parole. Oubliez de dire sous vos applaudissements. Très bien. Très bien. Merci infiniment. Excellence, Monsieur l'ambassadeur et cher ami, cher Jean-Luc, Messieurs les ministres et chers collègues, chers confrères, cher Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, chers confrères et consoeurs de l'Académie, chers invités, chers collègues, chers amis. Si j'ai intitulé mon propos « Éthique de la transmission », c'est parce que j'ai à l'idée 3 points essentiels. Le premier point, c'est que si de très nombreuses définitions de l'éthique peuvent évidemment être proposées, elles partagent ces définitions d'exprimer l'idée que l'éthique, c'est ce qui fait du lien, ce qui assure la cohésion sociale et au-delà de telle ou telle société donnée,
ce qui nous permet de viser encore plus haut et encore plus loin et de viser l'humanité. En ce sens, ce qui fait passer de la morale close des tribus, parce que les tribus ont leur moralité, mais cette moralité est fermée précisément sur la définition de la tribu et sur les intérêts de la tribu, raison pour laquelle, traditionnellement, en philosophie, on parle d'une morale close. Si donc, ce qui nous fait passer donc de la morale close tribale à l'ouverture à la société et à l'ouverture sur l'humanité, c'est cela, au bout du compte, l'éthique. Et en ce sens, l'éthique est toujours politique parce qu'elle constitue la police, la cité, en même temps qu'elle vise à faire que la police soit l'humanité en général. Le président vient de rappeler cette magnifique déclaration du président Kebamay, l'éthique étant inséparable de la condition humaine. C'est tout à fait le point que j'ai à l'esprit. Et le président a également clos son propos en parlant de l'humain en général. Encore une fois, c'est ce premier point que je voudrais établir. Bien entendu, disant cela, je n'ignore pas que l'éthique est d'abord affaire personnelle, que l'éthique est une disposition à se donner un certain nombre de règles, d'abord à soi-même. Mais au bout du compte, même lorsque l'on regarde les règles de l'éthique personnelle, on voit qu'elles ouvrent toutes sur la société en général et sur l'humanité en général. Prenons l'exemple de l'éthique peut-être la plus connue en philosophie, parce que c'est celle que l'on enseigne dans les classes de terminale, jusqu'à ce que Mme Lénassène, évidemment, change mon programme. Eh bien, l'éthique personnelle, telle qu'elle est représentée par Kant, ouvre aussi sur la totalité de l'humanité. Je voudrais à ce propos simplement rappeler ce qu'il dit de ce que doit être la maxime éthique de nos actions. C'est connu, Kant nous dit que quand j'agis, la manière, la pierre de touche qui indique le caractère éthique de mon action, c'est que je puisse faire de la maxime de mon action une règle universelle. Si la maxime sur laquelle je construis l'action que je vais mener est universalisable, cela veut dire que cette action est éthiquement acceptable. Et si elle n'est pas universalisable, c'est qu'il y a évidemment un problème. D'accord. Donc ça, cela veut dire que la définition de la maxime est une définition personnelle. De même, lorsque Kant dit qu'il faut toujours agir de sorte de traiter l'humanité aussi bien dans ma personne que dans la personne d'autrui, toujours et en même temps comme une fin et jamais comme un moyen, vous le voyez. Dans ce qu'elle a de plus personnel, cette maxime, cette règle, ouvre encore sur l'humanité. C'est donc le premier point sur lequel il faut insister. Dans la délibération éthique la plus intime, la totalité de l'humanité est encore présente. Voilà pourquoi l'éthique est cette capacité qu'il y a à constituer, la capacité de constituer du lien et du lien humain. Le deuxième point, alors, c'est que justement la crise de l'éthique, ce que l'on appelle la crise de l'éthique que nous constatons, le président l'a rappelé tout à l'heure dans son propos liminaire, cette crise de l'éthique est une crise du lien et une crise de la transmission, ce sera mon troisième point. Contre l'humanisation, cette humanisation que porte en soi l'éthique, les forces de fragmentation et de retribalisation sont aujourd'hui en train de prévaloir. Lorsque nous avons le sentiment que notre monde actuel traverse une crise éthique, c'est que nous voyons à l'œuvre dans ce monde les forces de fragmentation. Elles peuvent être géopolitiques, elles sont géopolitiques. Nous passons d'un monde où nous avions le sentiment que le multilatéralisme avançait à un monde aujourd'hui qui est géopolitiquement fragmenté. Les forces, c'est ce que j'appelle les forces de retribalisation. Toutes les formes et les déclinaisons possibles des nationalismes, quels que soient les noms que l'on donne à ces nationalismes. On les appelle ici souverainisme, on les appelle ailleurs
isolationnisme, on les appelle ailleurs Make America Great Again, c'est toujours la même déclinaison de la même force nationaliste de fragmentation qui est à l'œuvre. Et vous aurez noté que notre nouveau et si nécessaire comité d'éthique inaugure son programme d'activité durant une période où justement l'éthique est au cœur de la crise de la cohésion sociale dont s'alarment les religions. Ainsi, et en particulier, la question de la cohésion sociale et des valeurs qui fondent cette cohésion sociale est le thème de la célébration cette année du Mawlid. Sans donc une éthique partagée, le lien se défait et c'est le délitement de la société qui se produit. Voilà le deuxième point que je voulais établir. Le troisième point que je voulais également établir rapidement avec vous, c'est que la transmission est justement la constitution du lien, le retissage, pour ainsi dire, de la fabrique sociale et le renforcement de la puissance d'unification contre les forces de fragmentation à l'œuvre. Bien sûr, quand nous pensons transmission, nous pensons plus immédiatement à la transmission intergénérationnelle, quand les générations plus seniors transmettent un certain nombre de valeurs morales et éthiques à des générations juniors. Mais plus largement, dans le mot de transmission, on soulignera le suffixe trans, c'est-à-dire tout ce qui traverse, tout ce qui fait que le sens circule, tout ce qui s'oppose à la fragmentation, et donc ce qui va dans le sens du décloisonnement éthique. L'éthique, c'est ce qui crée du décloisonnement en ouvrant les tribus sur l'humanité. Et en ce sens, c'est la transmission qui est en crise lorsque nous parlons de la crise éthique ou de la crise de la cohésion sociale. La réponse à la crise de la cohésion sociale doit donc être une éthique de la transmission. C'était le troisième point que je voulais établir. Alors aujourd'hui, ce qui fait le lien, tout ce qui est force d'unification et d'ouverture est attaqué. Les puissances d'unification sont attaquées. On le voit sur le plan épistémique, parce que la vérité elle-même, celle de la science ou simplement celle des faits, est remise en question. On ne s'entend plus sur un principe d'unification comme la science, on ne s'entend peut-être même plus sur un principe d'unification qui est le fait. Et sur le plan moral, la notion d'une humanité reposant sur un sens partagé de l'humain semble être mise en question. Il y a donc cet affaissement des forces d'unification, et cet affaissement se traduit par un aspect de la fragmentation qui est le hiatus. Hiatus entre la science et les outils que la science fournit, et d'un côté, et de l'autre côté, la conscience éthique qui décide de l'emploi de ces outils. Il vous vient à l'esprit, il nous vient à tous à l'esprit lorsque l'on dit cela, l'intelligence artificielle et les chatbots qui constituent le meilleur exemple, et je crois savoir que notre académie a très récemment organisé une réflexion sur l'intelligence artificielle. On le voit, le meilleur exemple est celui-là, on voit tout ce qui est bien fait possible de cette mécanisation de l'intelligence, de cette démultiplication de nos capacités, de nos procédures intelligentes par leur transmission à la machine, on voit tous ces bienfaits se retourner précisément parce que la conscience éthique n'y est pas, en malfaisance. Tout à l'heure, ma consoeur et collègue, professeur Anta Taldia, évidemment, aura certainement des choses à dire sur les promesses médicales que l'intelligence artificielle porte. Nous sommes tous enseignants que nous sommes au fait des possibles promesses pédagogiques qui sont également portées par l'intelligence
artificielle. Et pourtant, ces promesses et ces bienfaits semblent avoir disparu derrière la capacité que nous avons aujourd'hui, parce que nous sommes précisément dans cette phase de fragmentation et de retribalisation, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus conscients des méfaits de cette intelligence artificielle. De manière plus générale, pour parler de l'intelligence artificielle plus généralement et de l'Internet de manière générale aussi, on a le sentiment que, alors que nous avons aujourd'hui les outils technologiques de réalisation de ce que le philosophe Pierre Teilhard de Chardin avait appelé la noosphère, nous avons en même temps des forces de fragmentation de ce qui devait être une unification du genre humain. Je rappelle simplement que l'un des aspects de la pensée du père Pierre Teilhard de Chardin, c'était de considérer que l'humanité était arrivée aujourd'hui, alors il écrit au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais que l'humanité était en passe d'accéder enfin à ce qu'il a appelé la noosphère, pour distinguer ce troisième étage de l'évolution humaine, après une première phase ou un premier étage qui était la géosphère, la constitution de notre Terre, à partir du Big Bang et du magma originel, etc. Donc la constitution de notre Terre comme Terre, et suivi de ce qu'il a appelé la biosphère, justement l'apparition de la vie et de l'hominisation en particulier. Il estimait que la troisième phase, le troisième étage, ça devait être la noosphère, mot construit à partir du mot grec nous, qui est l'esprit, la sphère de l'esprit, le moment où l'hominisation, la simple hominisation de la Terre devient également humanisation de la Terre. L'islam, après 632, après le rappel à Dieu du prophète de l'islam, a été une histoire terrible. Une histoire où même les compagnons ont combattu les uns contre les autres, ce qui fait que d'ailleurs beaucoup de gens n'aiment pas trop qu'on parle de cette histoire-là, parce qu'il y a la peur qu'on se mette à juger et à mal juger. Durant cette période terrible, au terme de toutes les péripéties qui ont abouti à l'assassinat du troisième calife de l'islam, Ousmane qui a été assassiné, non seulement assassiné, mais est resté 3 jours sans sépulture, abandonné dans les rues de Médine. On le sait, le 4e calife a essayé de recoller les morceaux, de refaire du lien. C'était probablement trop tard, c'était la dernière fois que la communauté musulmane priait derrière un seul imam. Il n'aura pas réussi de ce point de vue-là. Mais il a essayé de recoller les morceaux. Et un jour, quelqu'un est venu le voir en lui disant « Mais, ô commandeur des croyants, je suis très étonné parce que quand le khalifa était celui de Abu Bakr, premier calife, ou celui de Omar, il n'y avait pas beaucoup de problèmes dans notre communauté. Mais je constate que Ousmane et vous-même êtes des dirigeants qui dirigeaient une société très fragmentée et en crise. » Ali a compris que c'était une parole dirigée contre lui. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un vient vous dire cela, c'est une fausse question. Vous savez, le monde est plein de fausses questions. Quand quelqu'un vous pose une question et en réalité, c'est une manière de vous jeter la pierre. Ali, qui comprenait les choses mieux que personne et qui avait le plus grand sens de la répartie, il est célèbre pour ses réparties, lui a fait la réponse suivante. Vous savez, quand Abu Bakr et Khalif et Omar dirigeaient la communauté musulmane, ils dirigeaient, c'est des gens comme moi qu'ils dirigeaient. Moi, c'est comme des gens comme vous que je dirige. Ce qui était la meilleure répartie à lui faire, d'abord, c'était la bonne réponse. Mais plus profondément, il y avait une signification sociologique là derrière, et disant sociologique, je regarde mon cousin Paloma. Eh bien, à une salle de Paloma. Eh bien, c'était que la sociologie avait totalement changé. Les premières générations de musulmans qui étaient des musulmans frugaux, qui n'avaient 3 fois rien, et qui avaient leur chameau, leur courage, leur cheval et leur glaive, ce n'étaient plus les gens opulents qui avaient occupé les rives du Nil et surtout les trésors persans, etc. Il y avait eu des appétits qui s'étaient développés, etc. La société n'était plus la même. Et c'était ça aussi la vérité profonde de la répartie d'Ali. Il fallait savoir une chose,
c'est que la transmission suppose non pas seulement d'être à dire « Ah, les valeurs ont disparu, les jeunes ne sont plus comme nous », et bien sûr qu'ils ne sont pas comme nous, et fort heureusement. Mais précisément, il va falloir avoir la possibilité, non seulement le courage, mais l'intelligence de comprendre que la transmission éthique ne peut plus se faire comme elle s'est faite pour nous, parce que nous sommes une autre génération. Et ceci est à mettre en relation avec une autre parole de l'imam Ali qui disait qu'il fallait éduquer les générations à venir, non pas avec ce que l'on sait et avec ce que sont les valeurs que l'on vit, mais en fonction du monde dans lequel eux vont vivre. C'est-à-dire qu'il nous faut faire cet exercice, l'éthique de la transmission, pour des éducateurs, c'est cet exercice d'enseigner des choses que nous ne savons pas. Et là, également, c'est la grande leçon de la prospective, raison pour laquelle j'ai regardé mon cousin Parlement tout à l'heure. C'est ce défi de l'éducation éthique, de la transmission qui se présente à nous, qui s'adresse à nous et que je nous invite à discuter ensemble en vous remerciant infiniment de votre attention. Une discussion ensemble plutôt que de hacher des choses. Je voudrais saluer la présence du président de la Diallo, je l'ai fait tout à l'heure. Madame le ministre Pender m'a dit qu'elle est là. Oui, ma chère sœur, bienvenue. Monsieur le général Niang également, nous vous remercions d'être là. Madame Safietou Diallo de la Sénélec et le professeur Adiba, qui est le directeur de l'animation culturelle et scientifique de l'université Cheikh Anta Diop, et remercier l'ancienne directrice de l'école des maristes qui a bien voulu être également avec nous cet après-midi. Merci infiniment. La parole est au professeur Antatal Dia. Madame le professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue, de me donner la parole. Permettez-moi, avant d'entrer dans mes propos, d'abord de saluer l'assistance ici présente, donc messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, permettez-moi aussi de remercier l'assistance qui est là, en nombre, en présentiel et en ligne, de remercier le comité d'éthique de l'Académie, en la personne du professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue, sa présidente, les remercier de me donner cette opportunité d'explorer avec vous l'éthique de la recherche et de l'innovation. Je suis très honorée d'être aux côtés de mes éminents collègues, le professeur Souleymane Bachir Diagne et le professeur Ibrahim Ali, et je profite de cette occasion pour leur exprimer toute mon admiration et ma profonde considération. Mon exposé sera structuré autour de deux principaux points. Donc, après une introduction, je vous entretiendrai des fondements, enjeux et principes de l'éthique de la recherche et de l'innovation. Ensuite, en deuxième point, de la régulation de l'éthique de la recherche en recherche et innovation avant de conclure. Et je commencerai par un questionnement. Qu'est-ce que c'est que l'éthique de la recherche et de l'innovation? Donc, je pense qu'en lien avec l'exposé du professeur Souleymane Bachir Diagne, qui a campé le sujet de façon générale, je dirais que c'est une réflexion sur ce qui est juste et ce qui doit guider nos actions. Donc, lui, il a campé le contexte général. Moi, je vais revenir sur un cas particulier qui est la recherche et l'innovation. Je dirais que l'éthique de la recherche et de l'innovation, c'est l'ensemble des normes, des valeurs et des principes qui guident la conception,
la réalisation, la diffusion de la recherche scientifique et des nouvelles technologies. Ceci en assurant le respect des personnes, des êtres vivants de manière générale, la protection de l'environnement, de l'intégrité scientifique au bénéfice de la société tout entière. Ainsi, dans le domaine scientifique et technologique, l'éthique occupe une place importante. En effet, les avancées dans ces domaines grâce à l'innovation nous ouvrent des opportunités qui peuvent transformer nos vies, mais qui peuvent aussi nous confronter à de nouveaux risques et à de nouvelles responsabilités. Donc c'est ainsi que nous allons parcourir qu'est-ce qui a fondé l'éthique en recherche médicale et en innovation, quels sont les principes face à ces enjeux éthiques. Donc nous commencerons d'abord par ce qui a été évoqué tout à l'heure par le professeur Souleymane Bachir Diagne, les expériences médicales inhumaines qui ont été faites par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration. Ces expériences ont conduit, après le procès de Nuremberg en 1947, à élaborer le Code de Nuremberg. Ce code pose les bases de la bioéthique, donc l'éthique appliquée aux humains, et également définit ce qui est tolérable en matière d'expérimentation sur l'humain, notamment le principe de consentement. Pendant ces expérimentations dans les camps de concentration, en effet, tous ces scientifiques allemands ont usé de ces prisonniers sans leur demander quoi que ce soit. Ils n'étaient même pas au courant que des expérimentations avaient cours, en termes des expérimentations chez les femmes enceintes, chez les enfants, chez les, personnes malades. Donc c'est ce principe-là qui a été érigé par le Code de Nuremberg. Donc chemin faisant, en 1964, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, la déclaration d'Helsinki a été élaborée par l'Association médicale mondiale. Et cette déclaration énonce les principes éthiques pour la recherche médicale qui impliquent les sujets humains. Nous commencerons par le consentement. Donc ça a été déjà érigé dans le Code de Nuremberg, mais le consentement éclairé. Donc il s'agit maintenant d'avoir l'accord du participant à la recherche, mais après lui avoir délivré une information claire sur cette recherche. Donc la compréhension réelle de ce qu'on attend de ce participant à la recherche. C'est ainsi que dans les recherches, les participants doivent avoir une information, une lettre d'information qu'ils doivent pouvoir consulter, et cette lettre d'information est accompagnée d'une lettre de consentement. Donc ce consentement doit être libre et doit être informé. Donc ce principe de consentement éclairé englobe également le principe d'autonomie. Et ceci est très important, surtout pour les populations vulnérables. Et dans les essais cliniques où on essaie de voir l'efficacité des nouveaux traitements ou bien l'efficacité de nouveaux médicaments. Tout à l'heure également, le professeur Diagne a parlé du principe de bienfaisance. Donc, la recherche doit être certes justifiée par sa valeur scientifique, mais également par sa valeur éthique. Ce n'est pas parce qu'une recherche a une haute valeur scientifique qu'on ne doit pas, veiller à ce que cette recherche soit bienfaisante. Donc, il s'agit ici de maximiser les bénéfices et de réduire les risques et les préjudices potentiels aux participants. Et dans ce principe également, on voit en dessous, en filigrane, le principe de la proportionnalité. Donc dans une recherche, même si elle est très très importante avec haute valeur scientifique, il faut faire la balance risque et bénéfice. Et si les risques risquent de peser plus que les bénéfices, cette recherche n'est pas
acceptable sur le plan éthique. Donc les soins qui sont liés à la recherche ne doivent pas nuire aux participants. Le quatrième principe, c'est le respect de la dignité et de la vie privée et la confidentialité des données qui sont relevées auprès des participants. Donc l'enjeu ici, c'est dans la recherche en santé, cet enjeu qui émerge en plus avec l'intelligence artificielle et la manipulation de ce qu'on appelle les big data. Donc nous avons tous pratiquement, surtout chez la jeune génération, ces instruments qui sont connectés, qui relèvent tout ce qui est pression artérielle, la température, le poids, le nombre d'exercices que nous faisons, le nombre de pas que nous faisons journalièrement et qui est enregistré. Et il faut savoir que c'est sur la base de ces données-là, qu'on appelle les big data, que l'industrie arrive à faire ses recherches et à définir de nouveaux traitements, de nouveaux médicaments, etc. Donc, il faut respecter la confidentialité. Merci de les mettre en mode diaporama, s'il vous plaît. Donc, dans la déclaration d'Helsinki, j'en étais au principe du respect de la dignité, de la vie privée, de la confidentialité des individus. Donc ici, ce principe nous requiert la sécurisation de toutes ces données sensibles qui sont relevées à notre insu et qui sont utilisées sans même le consentement des participants. Également l'enjeu de la sécurité informatique avec les big data et l'intelligence artificielle. Autre principe, c'est toujours dans la déclaration d'Helsinki, c'est la protection spéciale aux groupes particulièrement vulnérables. Donc il faut dire que ce principe a été introduit dans la déclaration d'Helsinki à la suite de ces grandes épidémies auxquelles nous avons assisté, telles que l'épidémie de VIH, l'épidémie à Covid-19 et l'épidémie à Ebola. Donc toutes ces populations sont très vulnérables, étant donné que ce sont des épidémies. On n'avait pas tellement sous la main un traitement efficace. Il fallait veiller à la protection de ces groupes pour qu'ils ne puissent pas entrer dans ces recherches en ayant ici, disons, l'espoir d'un traitement. Donc cela s'est senti surtout dans nos pays en développement, dans les pays du Sud. C'est en ce moment qu'on a vu la nécessité de mettre en place des comités d'éthique. Et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure en parlant de la régulation. Il faut dire que cette déclaration d'Helsinki, bien qu'elle ait été, disons, émise en 1964, est toujours d'actualité. Donc elle a été révisée 10 fois depuis 1964, en suivant les nouveaux enjeux de la recherche. Exemple, en 2013, le protocole de Nagoya a réfléchi sur le partage des ressources génétiques. Et en 2016, la déclaration de Taipei a donné des indications sur le traitement des bases de données de santé et les biobanques. Donc les biobanques, ce sont ces grosses, disons, données en matière de biologie et qui résident dans les laboratoires de recherche. Donc ça aussi, il faut dire que ça a été inspiré par ce qui se passe dans la plupart dans nos pays du Sud. La recherche, disons, se fait en collaboration avec les pays du Nord. Et on avait remarqué que la plupart des données en biologie étaient récupérées dans les pays du Sud, mais ensuite transférées dans les pays du Nord, traitées dans les pays du Nord, et les résultats étaient exploités dans ces pays du Nord, nonobstant la participation des pays du Sud. La dernière révision de cette déclaration d'Helsinki a été faite en 1924 et elle s'applique en dehors du personnel médical à toutes les personnes, que ce soit personnel médical ou pas, et équipes et organisations impliquées dans la recherche du vivant.
Donc vous voyez que, chemin faisant, c'est une association médicale qui avait édité, mis en place cette déclaration d'Helsinki, mais à nos jours, actuellement, cette déclaration d'Helsinki intéresse toute personne, qu'elle soit personnel médical ou pas, qui est impliquée dans la recherche. Le dernier document, c'est le rapport Belmont, qui a été publié en 1979 aux États-Unis, suite au scandale de l'étude de Tuskegee en Alabama, aux États-Unis. Donc c'est un épisode tristement célèbre, parce que tout simplement, de 1932 à 1972, une cohorte de Noirs américains qui souffraient de syphilis a été suivie sans traitement, juste pour voir se développer les différentes étapes de la syphilis. Donc la syphilis, aux premières étapes, c'est une maladie sexuellement transmissible qu'on peut traiter facilement. Ensuite, si on la laisse évoluer sans traitement, elle passe à une étape secondaire et puis tertiaire et peut aboutir au décès. Entre 1932 et 1972, donc des populations vulnérables de Noirs américains ont été suivies sans traitement sur la base d'échanges de bons alimentaires, ensuite disons d'assurance aux obsèques. Vous voyez tellement c'est cynique tout à l'heure, l'inhumanité dont parlait le professeur Souleymane Bachir Diagne, le manque d'empathie. Alors que la pénicilline qui traite la syphilis a été découverte depuis 1923. Donc dans ce rapport, Belmont a insisté non seulement à adopter les principes précédents que j'ai édictés, consentement éclairé, etc., mais également le principe de justice, c'est-à-dire qu'une description équitable des risques et des bénéfices doit être faite pour les populations participantes aux recherches. Ici au Sénégal aussi, il y a une expérimentation qui fait cas d'école. Donc c'est l'expérimentation du vaccin contre l'hépatite B. Donc je vois mon maître, le professeur, qui secoue la tête. Il a été certainement au courant de cette expérimentation. Donc c'est un vaccin qui a été expérimenté ici au Sénégal, dans la zone de Fatick à Niakhar, dans les années 70. Et la plupart de nos maîtres fondateurs de cette académie, d'ailleurs, y ont participé. Et quand son efficacité a été prouvée et qu'il a été disponible sur le marché, il était hors de prix pour les populations sénégalaises. Parce que tout simplement, une dose de vaccin était vendue entre 50 et 100 $ américains. Et il a fallu attendre plus de 10 ans pour que ce vaccin contre l'hépatite B puisse être intégré au programme élargi de vaccination grâce à la fondation Bill et Melinda Gates. Donc ici, l'enjeu, c'est d'éviter l'exploitation des populations défavorisées et de permettre l'accès des participants aux retombées de la recherche. Des évolutions récentes ont été dotées de nouveaux enjeux, suite à de nouveaux enjeux. Donc les exigences de transparence et de reproductibilité. De plus en plus, on assiste dans la recherche et l'innovation à des pratiques de fraude et de mauvaises pratiques, des crises de reproductibilité. Donc de plus en plus, on assiste à des falsifications, à des fabrications de données, à des manques de rigueur méthodologique, à des manques de transparence. Et de plus en plus, nous assistons à ce qu'on appelle les rétractions. Donc ici, au Sénégal, nous avons assisté à beaucoup de demandes de rétraction suite à l'épidémie de Covid-19. Donc il y a des collègues qui avaient lancé en grande pompe des études sur l'efficacité de la nivaquine, de la chloroquine contre la Covid-19, qui avaient été publiées. Mais ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait des mauvaises pratiques dans les recherches qui ont été faites, et ces articles ont été rétractés. Donc, de plus en plus, ce qu'on demande pour exiger la transparence et la reproductibilité. Donc, pour les études cliniques, les chercheurs sont tenus de s'enregistrer dans un registre international où le protocole de recherche
a un numéro et on ne pourra plus y toucher. En plus, il y a ce qu'on appelle l'exigence des open data. Donc, toutes les données doivent être disponibles et doivent pouvoir être vérifiées par des pairs. Donc, c'est ça aussi une nécessité de reproductibilité. Donc, une étude, une recherche, elle n'est valable que si les résultats sont reproductibles dans le temps et dans l'espace. Donc, face à ces mauvaises pratiques, donc le principe d'honnêteté, de rigueur et de transparence également est introduit dans ces exigences éthiques, dans la recherche et l'innovation. Il faut également veiller au conflit d'intérêts. Donc, de plus en plus, l'industrie pharmaceutique s'implique dans la recherche et dans l'innovation. Donc, il faut qu'il y ait un principe de transparence et de gestion claire des liens avec l'industrie. Un autre enjeu, c'est la recherche sur les animaux et sur l'environnement. Au début, les principes qui ont été édictés portaient seulement sur la recherche sur l'humain. Mais actuellement, dans le contexte où nous sommes, où toutes les, disons, problèmes de santé sont interreliés, donc la recherche sur les animaux et sur l'environnement est interconnectée à la recherche sur l'humain. Donc il y a des principes d'éthique en matière de recherche sur l'humain. C'est le respect du bien-être animal. Donc il y a ce qu'on appelle les 3 R. Remplacer, réduire et raffiner. Remplacer, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire parfois. On a la possibilité de faire des recherches sur des cellules animales, au lieu de faire la recherche sur l'animal en entier. Si on peut réduire également le nombre de sujets sur lesquels porte la recherche, il faut le faire et il faut raffiner. Le raffinement consiste à minimiser la douleur. Ce n'est pas parce que c'est un animal qu'on peut ne pas veiller à son bien-être. Et l'Organisation mondiale de la santé animale a édicté également d'autres règles de principes d'éthique dans la recherche chez les animaux. En ce qui concerne l'environnement, actuellement, toutes les recherches doivent avoir un volet qui prouve qu'il n'y a pas d'impact négatif sur l'environnement. Un autre principe lié aux nouveaux enjeux, c'est ce qu'on appelle les risques de mésusage. En anglais, c'est dual use. Donc, la recherche peut être détournée. De plus en plus, dans la recherche sur la biologie synthétique, la génétique et l'intelligence artificielle, on peut avoir un détournement des résultats de la recherche. Par exemple, dans la biologie synthétique, la recherche sur les micro-organismes vivants peut donner lieu à ce qu'on appelle des armes biologiques. Également, la recherche génétique, la modification du génome, l'intelligence artificielle également. Donc, nous avons tous en mémoire ce chercheur chinois en 2018 qui avait génétiquement modifié des bébés. Alors que sur le plan international, tout le monde s'était accordé à ne pas faire de manipulation sur le génome humain. Donc il a été mis au banc de la société, emprisonné, mais il semble qu'il est actuellement en activité et on ne sait pas ce qu'il fait dans son laboratoire. Donc vous voyez que ce risque de mésusage aussi entraîne une responsabilité sociale. Donc de plus en plus dans les principes d'éthique, donc on inclut l'engagement envers la société. Donc il faut non seulement dans les recherches concernant l'humain de façon générale, les êtres vivants, et dans l'innovation, il faut qu'il y ait un engagement de la société. Ce n'est plus seulement le dialogue ou bien les consultations entre chercheurs, mais il y a non seulement ces consultations entre chercheurs, mais entre chercheurs et participants,
mais également entre chercheurs et la société civile. Donc nous venons de voir que l'innovation et la recherche ouvrent des horizons extraordinaires, mais aussi soulèvent de nouveaux défis. Donc en biotechnologie et en santé, nous devons protéger les données personnelles et la dignité humaine. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, du numérique, de la robotique, il y a des risques de surveillance avec la reconnaissance faciale. Tout à l'heure, ça a été évoqué, les risques de biais algorithmiques, parce que l'intelligence artificielle repose sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est l'informatique et les programmes informatiques qui sont alimentés par des données. Donc s'il y a des populations qui ne sont pas, dont les données ne sont pas dans ces algorithmes, ces populations sont exclues. Et les modèles d'intelligence artificielle vont exclure ces populations, donc il y aura un biais dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc il faut faire très attention, c'est pourquoi le principe de précaution reste un repère indispensable. Il est vrai qu'il y a le progrès, nous devons avancer, mais nous devons avancer avec vigilance et responsabilité. Donc d'où la nécessité de mettre en place des organes de gouvernance et de régulation de la recherche et de l'innovation. Donc ces organes de gouvernance et de régulation, nous allons en citer quelques-uns. En tête, les comités d'éthique. Donc les comités d'éthique, ce sont des organes de régulation multidisciplinaires qui veillent sur l'application des principes d'éthique. Donc ils analysent des cas concrets dans les organisations et ils émettent des avis consultatifs et des recommandations pour aider à la prise de décision. Donc je souligne ici l'importance de l'interdisciplinarité. Dans la recherche et l'innovation, donc il y aura toutes les disciplines, les scientifiques, les juristes, les philosophes, la société civile, etc. Et ici au Sénégal, on peut donner l'exemple du Comité national d'éthique pour la recherche en santé du Sénégal. Donc c'est un comité d'éthique, certes, pour la recherche en santé, mais il faut dire qu'actuellement, c'est le seul organe national de régulation en matière d'éthique et de recherche. Donc il a été créé en 2009 par une loi, mais il faut dire qu'il existait depuis 2001 déjà, et il a fallu 8 ans pour qu'il y ait une loi et son décret d'application qui porte code d'éthique pour la recherche en santé. Donc ce comité national d'éthique pour la recherche en santé s'est trouvé devant la nécessité d'aider à la mise en place de ce qu'on appelle les comités d'éthique institutionnels. Donc il est évident qu'un seul comité national ne peut pas s'engager à juger, à peser si les principes d'éthique sont respectés dans la recherche en santé du Sénégal. Et également, puisqu'il n'y a pas un autre comité d'éthique ici, national, tous les protocoles de recherche, dès qu'ils ont un aspect qui touche l'humain, l'être vivant de façon générale, est répercuté au niveau du Comité national d'éthique pour la recherche en santé du Sénégal. Donc c'est ainsi qu'on s'est mis, on a pu aider à mettre en place ce qu'on appelle les comités d'éthique institutionnels. Donc c'est les comités d'éthique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le comité d'éthique de l'IRSF, du professeur Souleymane Bouk, également un comité d'éthique au niveau de l'hôpital Dalal Jamm. Donc il est sûr que toutes ces institutions doivent avoir des comités d'éthique. Parce qu'actuellement, en matière de recherche, vous ne pouvez pas demander un financement d'une recherche sans qu'on vous demande l'avis d'un comité d'éthique. Les enjeux éthiques étant tels que ce n'est plus possible. Et à l'issue de la recherche également, vous ne pouvez pas partager les résultats de votre recherche si vous n'avez pas l'avis d'un comité d'éthique. Donc il faut dire que tout à l'heure, je pense que la conférence introductive nous l'a prouvé à souhait. L'éthique doit encadrer la recherche et de façon générale, l'éthique doit être dans toutes les politiques. Donc il faut dire qu'actuellement est en cours de création un comité national
de bioéthique et d'éthique des sciences et technologiques pour élargir le champ de l'éthique dans tous les domaines. Autre structure de gouvernance, ici, j'en cite quelques-uns seulement. Il y a ce qu'on appelle le règlement général sur la protection des données qui encadre le traitement des données personnelles et renforce le contrôle des individus sur leurs propres informations. Donc les données personnelles, on ne peut pas les utiliser n'importe comment et l'individu qui a fourni ces données doit avoir aussi un contrôle sur ces données. Donc au Sénégal, nous avons la Commission de protection des données personnelles qui joue ce rôle. Il y a d'autres organes également, tels que le Conseil national du numérique, le Conseil national de la statistique, la Commission nationale de cryptologie, etc. Donc ces organismes encadrent la recherche et l'innovation, mais ça a été dit tout à l'heure, il faut qu'elles évoluent au rythme des enjeux et au rythme également des découvertes. Et à la fin, pas des moindres, la participation citoyenne et le débat politique. Donc il est essentiel que les citoyens participent au débat sur l'éthique. Donc l'éthique n'est pas seulement une affaire d'experts. Elle concerne toute la société. Donc la preuve en est notre panel de ce jour, qui ouvre un débat sur un sujet tellement essentiel qui est l'éthique dans la société. Donc en conclusion, je dirais que l'éthique de la recherche et de l'innovation est indispensable pour maintenir la confiance entre le monde de la recherche et de l'innovation et les citoyens. Il doit aussi aider à orienter le progrès, tel que nous le vivons actuellement, de façon très accélérée, avec l'intelligence artificielle, la robotique, la génomique, vers le bien commun. Donc, également, elle est la responsabilité de chacun d'entre nous. La plupart du temps, on se plaint, il y a des manquements à l'éthique, mais l'observance de tous ces principes que je viens de citer est de la responsabilité de chacun. Donc, il faut essayer de développer une véritable culture de l'éthique. Et c'est à ce prix-là que nous allons garantir que nos découvertes et nos technologies servent l'humanité sans la mettre en danger. Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Voilà, merci, Madame la Présidente. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Congo, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques, Monsieur le Président de section de l'Académie, Madame la Présidente du Comité d'éthique, chers collègues universitaires, chers invités, en présentiel et en ligne, je vous salue tous et je suis très honoré de participer à cette première activité du panel du Comité d'éthique. J'ai choisi, Monsieur le Président, chers collègues, de vous parler de l'éthique et du droit. D'abord parce que je suis juriste, mais également parce que autant l'éthique soulève beaucoup de questions très compliquées, comme on vient de le constater avec nos deux illustres prédécesseurs, le professeur Souleymane Bachir Diagne et le professeur Anta Taldia, mais également parce que le droit est aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Tout à l'heure, le professeur Anta Taldia a parlé de la réglementation des lois, des codes d'éthique. Et cela est dans tous les domaines d'activité, y compris l'environnement et même l'animal est concerné. Donc, dans tous ces secteurs, le droit est présent et les questions d'éthique se posent. C'est pour cela que j'ai proposé d'échanger avec vous sur les relations possibles ou, je dirais même, indispensables entre ces deux notions. Alors, je ne vais pas risquer des définitions, même si il est bon de préciser de quoi on parle, mais on peut considérer que l'éthique, c'est un ensemble de principes moraux et philosophiques qui guident le comportement humain. Et ça vise la recherche du bien
et du correct pour une société saine. Et c'est le caractère individuel de l'éthique, le comportement, on a vu tout à l'heure avec les deux présentations, où les interrogations se posent sur ce que chacun doit faire en bien. Et pas seulement les individus, même les personnes morales, les États, les institutions. Alors, on verra tout à l'heure qu'il y a du normatif dans tout cela, même si ça dépend en grande partie du comportement de l'individu et de ce qu'il considère bien ou pas. Le droit, quant à lui, est plus précis et c'est un ensemble de règles définies, imposées par une autorité, sous la menace d'une sanction. Et c'est ça la différence avec l'éthique. La menace de la sanction, on verra, elle est plus positive, elle est plus coercitive et ça permet de garantir l'ordre, la sécurité. Donc, on peut anticiper même en disant que nous avons déjà entendu des questions de droit dans la première communication et dans la deuxième. Donc, mon propos se veut de faire un échange avec vous en choisissant 3 points de réflexion. Le premier point de réflexion, c'est que l'éthique et le droit sont 2 sources normatives. On va voir de quoi il s'agit. Le second point, c'est l'éthique et le droit, ce sont 2 notions spécifiques et distinctes. Et enfin, voir rapidement, vers la conclusion, un troisième point sur les influences réciproques des 2 notions. C'est des choses que nous vivons tous les jours, même si nous ne le savons pas dans la théorie. Premier point de mon propos, c'est l'éthique et le droit sont 2 sources normatives. Alors, si le droit se contente de poser des règles obligatoires, on a beaucoup d'exemples, code de la santé, code de l'environnement, règlement intérieur de l'Assemblée, tous les textes qui sont du droit positif. L'objectif, c'est de réglementer les activités humaines et imposer des sanctions lorsqu'il y a des violations. La littérature est abondante sur la définition du droit et sur la comparaison qu'on peut faire avec l'éthique. Pour prendre un exemple, le philosophe belge Gérard Fourez, en se référant à son collègue français Paul Ricoeur, prend l'exemple de la loi. C'est vrai que la loi n'est pas la seule source du droit, mais c'est la plus connue, la plus forte et qui est en relation avec l'intérêt général selon le principe démocratique. Donc il considère, ces auteurs, quoique n'étant pas juristes, ils considèrent que la loi est un compromis qu'on juge acceptable à travers ses représentants et qu'on impose par la contrainte à tous les citoyens. L'éthique, en revanche, ne se fonde pas sur un corpus normatif obligatoire. L'éthique se fonde sur le bien moral de la personne humaine et de la société. Tout à l'heure, le professeur Souleymane Bachir Diagne l'a brillamment présenté en donnant des exemples. Et ma collègue Anta Taldia aussi, dans le domaine de la santé, a mis l'accent sur des thèmes de recherche qui vont au-delà de l'individu et qui touchent désormais de plus en plus l'environnement, l'écologie et les animaux. Alors, cela signifie que la réflexion éthique, elle existe à partir de quand? Elle existe seulement lorsque l'individu a conscience de ce qu'il veut faire et de la position qu'il doit prendre. Comment agir de manière adéquate. Il faut pour cela qu'il analyse des valeurs, qu'il prenne position et qu'il faut pour cela avoir du courage. Malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, les questions éthiques sont connues, mais beaucoup d'institutions, beaucoup de personnes n'ont pas ce courage de prendre position pour ne pas remettre en cause des acquis. Dans le domaine économique, le professeur Michel Falise considère que l'éthique a un double aspect, un aspect promoteur et interpellateur. Il explique l'aspect promoteur par la présence d'une interrogation éthique au cœur du choix et des décisions. Mais il ajoute en plus que le discours éthique est interpellateur. Ça veut dire que
tout le monde est concerné. Sans qu'on fasse obligation aux personnes d'agir, le discours éthique doit permettre de prendre position et de respecter le bien en évitant le mal, tout en respectant parallèlement la loi en vigueur. Il y a donc deux points apparemment opposés, mais qui se complètent. Toutefois, les deux ordres juridiques et éthiques se rejoignent. En effet, il y a toujours l'idée de compromis entre le droit et l'éthique. La différence, c'est que l'éthique ne fixe pas à l'avance les règles qu'il faut appliquer de manière coercitive. Ce caractère coercitif n'existe que pour le droit. C'est-à-dire, vous avez connaissance du droit positif. Et là, ça nous ramène à la phrase célèbre que tout le monde connaît, « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais on ne dit jamais « Nul n'est censé ignorer l'éthique ». Et pourtant, on devrait le faire. Mais on entend toujours « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, l'éthique demeure une démarche individuelle et personnelle, en définissant une hiérarchie de valeurs pour déterminer un choix pour une action à mettre en œuvre. Les domaines sont nombreux. On a tout à l'heure évoqué les questions de l'environnement, de l'animal. Je vais y revenir avec l'avis rendu récemment par la Cour internationale de justice à propos de la justice climatique. Il y a beaucoup d'éthique dans cet avis rendu par la Cour internationale de justice. Donc, l'éthique consiste à rechercher un équilibre en formulant des principes et en confrontant ces principes avec la réalité sur le terrain qu'on va rencontrer. Avec le risque pour le droit, à l'inverse de l'éthique, qu'il y a des forces contraignantes, gendarmerie, police, armée, qui peuvent réprimer et sanctionner. Donc, les deux normes existent, mais elles n'ont pas la même configuration. La norme la plus connue, la plus visible, c'est le droit, parce qu'il y a des publications, les lois sont publiées au JO, les conventions sont dans les JO, les règlements sont dans les JO, les codes sont dans les JO. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut considérer un code d'éthique comme faisant partie du droit ou faisant partie de l'éthique? C'est une grosse question sur laquelle certainement on va y revenir. Second point de mon propos, c'est que l'éthique et le droit sont deux notions spécifiques et distinctes. Alors, je vous propose de parler de leur spécificité dans trois secteurs que j'ai choisis. Le domaine de la sécurité, le domaine du caractère obligatoire de la règle, éthique ou juridique, et le caractère coercitif, c'est-à-dire la sanction et les contraintes. Une différence fondamentale apparaît entre éthique et droit au niveau de la sécurité. Dans nos sociétés contemporaines, les règles publiées dans les journaux officiels, les règles en vigueur, constituent la source principale du droit. Et la sécurité consiste ici au fait que les règles sont publiées, elles définissent des droits et des obligations, elles donnent des pouvoirs et elles permettent de lutter contre les injustices et contre les violations des règles établies. Mais il ne faut pas se leurrer. Quelle que soit la règle juridique définie, le contenu des sources varie selon la hiérarchie. Nous avons des règles connues au plan interne à partir du droit positif de chaque pays. Constitution, loi, règlement, jurisprudence, doctrine, coutume. Toutes ces règles font partie du corpus juridique. Et sur le plan de la sécurité, elles définissent des normes au bénéfice de tous ceux qui ont la possibilité d'agir
devant les autorités et devant les tribunaux pour réclamer des réparations. Ce n'est pas le cas dans le domaine de l'éthique. L'éthique peut être considérée comme une source très rudimentaire au plan de la sécurité. Pourquoi c'est rudimentaire au plan de la sécurité? Parce que le comportement de l'homme constitue le principal vecteur. Il n'y a pas une norme réglementée pour laquelle, en cas de violation, vous êtes sanctionné. Donc l'éthique amène à un engagement personnel. Tout à l'heure, dans l'exemple de l'animal ou de l'environnement, on a beau réglementer, on a beau mettre des codes, on a beau mettre des textes, s'il n'y a pas une compréhension entraînant un engagement à protéger un animal ou à respecter l'écologie, il n'y aura pas de progrès significatif. C'est la raison pour laquelle plusieurs auteurs considèrent que l'éthique consacre une incertitude par rapport au droit qui a prévu des règles plus précises et plus cohérentes. Le second point de différence entre droit et éthique, c'est le caractère obligatoire. On peut distinguer le droit de l'éthique au point de vue obligatoire. On dit de l'éthique, à l'instar de la morale, qu'elle oblige en conscience. Le fort intérieur, c'est très personnel. Tandis que le droit, ce n'est pas le fort intérieur. Que vous le vouliez ou pas, vous devez vous soumettre. Si vous ne le faites pas, on vous sanctionne. Vous voulez faire une marche pacifique, vous remplissez toutes les conditions, on vous dit que c'est interdit. Si vous persistez, on vous sanctionne. Ça, c'est le droit. Donc, les juristes positivistes, ceux qui font toute leur théorie sur le droit positif, c'est-à-dire le droit en vigueur, et ils considèrent que le droit réglemente la société en fonction des orientations des pouvoirs politiques. C'est la raison pour laquelle on définit la règle de droit comme la norme imposée par une autorité sous la menace de sanctions, quelle que soit l'autorité. Ça peut être l'État, ça peut être la collectivité territoriale, ça peut être un établissement public, mais ça peut être également à l'international une organisation internationale. Et on a vu, avec les crises que nous vivons actuellement, quel est l'état de déchet, de faiblesse, peut-être que déchéance est un peu trop fort, de certaines institutions dans le respect des valeurs morales. La règle juridique est donc une norme imposée dans la société et la conception politique du droit en vigueur a connu une longue évolution dans les sociétés contemporaines et particulièrement en Afrique avec les nouvelles matières qui émergent dans différents secteurs. Troisième point de comparaison entre éthique et droit, c'est le caractère coercitif. On entend par caractère coercitif, c'est la sanction. Ici, la distinction entre le droit et l'éthique, elle apparaît au niveau de la contrainte. Alors, l'éthique, en ce sens, est similaire à une sanction en morale. Voilà. En morale, la forme typique de pression consiste en un appel au respect des règles en tant qu'elles sont intrinsèquement importantes et en présumant que ce sentiment se trouve partagé par ceux à qui cet appel s'adresse. Donc, certains critiques vous diront même qu'on a l'impression de prêcher dans le vide. C'est un risque, parce qu'il n'y a pas un appareil répressif extérieur qui donne des sanctions. Donc, la pression morale s'exerce essentiellement, bien que non exclusivement, par des mesures ou par un appel à la crainte, à la persuasion, et c'est un secteur où on est plus dans le domaine du religieux, de la morale, de la philosophie, sans un appareil répressif du droit positif. À l'inverse, le droit est quant à lui organisé avec une force légitime. Qu'est-ce qui explique la légitimation de la force du droit? C'est parce que les autorités qui prennent des décisions, soit elles sont élues, soit elles sont nommées. Si elles sont élues, elles sont légitimes.
mais si elles sont nommées, elles sont également légitimes dès lors que les personnes qui les nomment ont été élues. Voilà l'explication de la force légitime de l'ordre juridique par rapport au contraire de l'éthique. Donc, l'ordre juridique institue une force légitime pour faire respecter les droits de chacun. Et ces droits de chacun évoluent. Tout à l'heure, j'ai entendu avec plaisir le code d'éthique pour les animaux. Voilà, aujourd'hui, on a dépassé l'individu, l'humain, on va vers les animaux. Et l'environnement est en train de bénéficier également de ce système de protection. Donc, le droit va s'accompagner de sanctions coercitives s'il n'y a pas respect des dispositions qui ont été prises. Donc, cela nous amène à faire une distinction du droit et de l'éthique sur la base des types de sanctions. Le droit se signale par le caractère coercitif des sanctions qui s'accompagnent d'une obligation d'exécution. À défaut d'exécution, la force interviendra à l'effet de procurer l'exécution effective, si elle n'est pas possible. Donc, la loi va infliger le dommage sous la forme de sanctions pour se faire respecter. Et les sanctions sont diverses dans le domaine du droit. Tous les systèmes administratifs connaissent des sanctions en droit administratif, en droit pénal. Il y a également des systèmes dans le domaine du droit civil, le droit de la responsabilité, les nullités, les réparations. Donc, le droit, visiblement, apparaît plus coercitif, plus sanctionnateur, pour parler ainsi. À l'inverse, l'éthique se distingue fondamentalement parce qu'elle ne dispose pas d'un système coercitif. Tout ce que nous savons de l'éthique, tout ce que nous lisons, et peut-être tout ce dont nous discuterons aujourd'hui, les principes éthiques existent, mais nous sommes en train encore de chercher la sanction positive. Je ne parle pas de la sanction morale, si on peut la qualifier ainsi. Donc le discours éthique peut conduire cependant à une formalisation qui se traduit par une codification. Les codes existent. Ils sont nombreux, notamment le code d'éthique dans différents secteurs. Et à côté de ces codes, il y a d'autres instruments qui aujourd'hui sont de plus en plus appliqués. Il s'agit des codes de conduite dans les industries extractives. Le pétrole, le gaz, les mines, tout ce qui est extraction. Les codes de conduite des industries extractives sont de plus en plus considérés comme des normes additionnelles à celles que l'État a déjà adoptées. Mais elles n'acquièrent ce caractère coercitif que si, dans le pays où elles s'appliquent, le législateur incorpore ces normes dans l'ordre juridique. Mais quand ce n'est pas incorporé, ce n'est pas obligatoire. C'est ce que vous entendez tous les jours, la responsabilité sociétale des entreprises. Si ce n'est pas incorporé dans la loi, ce ne sera pas du droit positif. Mais les sociétés extractives peuvent accepter volontairement de se l'appliquer. Mais c'est très rare. Troisième point de mon propos, c'est les influences réciproques. Sans reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, alors, il faut dire que l'éthique influence le droit et le droit s'appuie sur l'éthique. L'éthique influence le droit, comment? Toutes les réflexions éthiques sur les valeurs d'une société sont souvent traduites sur le plan juridique. Et l'exemple que nous venons d'entendre tout à l'heure, c'est la protection de l'animal. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi pour la protection de l'animal dans certains pays qui, bien sûr, consacrent cette protection. Mais attention, on est encore à une phase de construction. Ce n'est pas encore bien établi en droit et l'éthique va influencer les règles qui vont être élaborées très prochainement. À l'inverse, on a connu une évolution récente. La Cour internationale de justice a donné un avis il n'y a même pas encore un mois ou 2 mois
un avis de près de 140 pages. Bon, je vous invite juste à regarder le résumé de 30 pages. Cet avis de la Cour internationale de justice parle essentiellement de la justice climatique et de l'obligation pour les États de respecter le climat. Et cela amène à quelle question, à quelle interrogation? Nous savons tous que le réchauffement climatique n'est pas dû en grande partie aux pays en développement. On connaît les pays qui sont la source du réchauffement. Mais le problème, c'est qu'on connaît ceux qui ont contribué à réchauffer, mais on demande à ce que tout le monde contribue à apporter des solutions. Donc, on n'a pas contribué au réchauffement, mais nous devons mettre la main à la pâte. Et c'est ça qui a donné les CPDN, les contributions déterminées au niveau national. Et le Sénégal a son CDN, avant c'était le CPDN, maintenant c'est le CDN. Voilà. Alors, est-ce que c'est une injustice ou c'est une obligation? C'est un débat dans le domaine du droit international. Nous estimons que l'éthique, comme il l'a fait dans son avis, comme elle l'a fait dans son avis rendu récemment, la Cour internationale de justice pourra inspirer d'autres juridictions régionales. Je pense notamment au Tribunal international du droit de la mer, qui est à Hambourg, en Allemagne, ou à d'autres juridictions, et pourquoi pas les juridictions nationales. Et ce qui est curieux dans le domaine de l'environnement, c'est que les principes émergent plus au niveau international qu'au niveau interne. Donc il faut une poussée de l'international pour que l'interne puisse suivre. Deuxième point des influences, éthique et droit, c'est que le droit s'appuie sur l'éthique. Alors, il y a beaucoup de dilemmes très complexes. Je crois que les médecins sont bien placés pour ça, pour nous conseiller. Les questions des recherches biomédicales, les questions de l'euthanasie, voilà des questions très sensibles. Des juridictions ont rendu des décisions très douloureuses et qui ont cassé des familles pour des questions d'euthanasie en Europe. C'est très sensible, très compliqué. Et donc, l'espoir, c'est que cet appui, le fait que le droit s'appuie sur l'éthique, pourra contribuer à l'avenir à enrichir les relations entre ces deux disciplines. Le professeur Carmen Lavallée l'a dit de manière très intelligente quand il affirme dans son ouvrage « La contribution du droit à la décision fondée sur l'éthique permet la modification du rôle traditionnel du juriste. » Parce que nous sommes considérés toujours comme des orthodoxes. On aime beaucoup, on est très proche des mathématiciens avec la logique. Et c'est une critique qu'on fait aux juristes. Mais Carmen Lavallée considère que la contribution du droit à la décision fondée sur l'éthique va permettre de modifier le rôle traditionnel du juriste. Et ça va constituer un apport du droit à la décision fondée sur l'éthique. Donc l'éthique est nécessaire dans l'évolution du droit car elle permet l'émergence d'une éthique sociale en contrepoids d'un droit individualiste et revendicateur. Elle constitue également un facteur de responsabilité. Donc, je veux dire par là que dans un avenir proche, on assistera à un bouleversement des règles en vigueur. En conclusion, Monsieur le Président, chers collègues, chers invités, éthique et droit, c'est deux notions autonomes. Mais elles se complètent et se renforcent mutuellement. Avec l'évolution de la société, le droit est obligé de s'adapter. Et comment il va s'adapter? En intégrant des valeurs éthiques. Il est obligé. La Cour vient de le dire, la Cour internationale de justice. Certainement, les juristes des États nationaux, certainement, vont s'inspirer et essayer de voir comment réfléchir à une prochaine évolution des règles juridiques. Monsieur le Président, voilà des points que je voudrais proposer pour lancer le débat et la discussion sur les relations entre éthique et droit. Je vous remercie.